Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième épisode de cette série sur les solutions douces de protection des côtes. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir, soit en direct la semaine dernière, soit de revoir sur nos réseaux le premier épisode qui parlait effectivement des concepts, des définitions, qui nous a permis de revenir sur la base, et notamment sur les enjeux de gestion des zones côtières sableuses et des zones côtières à zone de corail. Ça a été très riche, énormément de questions. Cette semaine encore, beaucoup de participants. On est vraiment ravis qu'à chaque fois, il y ait de plus en plus de gens qui nous suivent et on retrouve des vieux compagnons de route, voilà, avec qui on va démarrer en fanfare aujourd'hui. On est très heureux de retrouver, je ne vais pas citer tout le monde, mais merci à vous d'être là. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions dans la boîte à questions, c'est important. On sera ravis de pouvoir relayer vos questions aux intervenants du jour. Vous verrez, ils vont se présenter dans quelques minutes. Et c'est une fois de plus des gens de grande qualité avec un grand retour d'expérience. Donc aujourd'hui, ce sera justement sur ces retours d'expérience, des gens très concrets qui ont fait des choses, qui ont testé des choses, qui ont fait des erreurs, qui reviennent là-dessus. Et donc ce sera vraiment intéressant de travailler avec eux sur les facteurs clés des réussites. Et la semaine prochaine, j'y reviendrai à la fin, nous aurons un dernier épisode de cette série sur l'efficacité et la durabilité des solutions douces. Comme toujours, comme je vous le disais, la boîte à questions, n'hésitez pas à écrire. C'est Chloé aujourd'hui et Angélique qui suivront ça. Écrivez vos questions, soit on vous répond dans la boîte à questions, soit on les posera en direct. On s'en inspirera pour aussi poser d'autres questions aux intervenants. C'est en français, c'est en anglais. N'hésitez pas, vous allez voir le petit globe sur votre application et vous pourrez avoir la traduction soit en français, soit en anglais. Et je remercie une fois de plus Bellarmin qui assure aujourd'hui l'interprétariat. Grande équipe qui a contribué à la préparation de ce programme. Donc, dans l'équipe organisatrice, nos collègues du projet RECOS, avec qui on a la chance de faire cette nouvelle série dans le cadre de ICO. Mais donc, la Commission de l'Océan Indien et RECOS, aujourd'hui, sont représentés par Anne-Cécile, Elisa et Adèle. Pour ce qui est du conservatoire, là aussi, on est en nombre aujourd'hui. Céline, Angélique et Chloé qui ont travaillé en amont à la préparation et Bellarmin, comme je vous le disais, qui va assurer l'interprétariat. Trois intervenants, je vais leur demander à chacun de se présenter en une petite minute. Janice Beuve, qui travaille au Conservatoire du Littoral, Didier Cabou, qui est le directeur de l'aire marine protégée de Saint-Louis, et Mohamed Abdou, le duc expert en gestion durable de l'environnement dans le cadre du projet RECOS, mais au-delà, et qui teste des solutions. Vous verrez, c'est passionnant. Donc, Janice, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quelques mots qui tu es? Bonjour à tous. Je suis Janice Beu, chargée de mission restauration zones humides au sein du Conservatoire du Littoral en Guadeloupe. Je coordonne le projet J'arrive. Merci, on en saura plus sur J'arrive dans quelques minutes. Didier, cher Didier, peux-tu nous parler de toi depuis Saint-Louis du Sénégal? Bonjour. Je suis Didier Kabouin. Je suis le conservateur de la réserve naturelle urbaine de la Grande Baignade de Pikine. Je suis l'actuel conservateur de la réserve de la Grande Baignade de Pikine Indépendance, mais je suis le conservateur de l'aire marine protégée de Saint-Louis, donc où j'ai passé 5 ans et toute la durée du projet m'a trouvé au niveau de cette aire marine protégée. Et je suis chargé aujourd'hui de partager cette expérience avec vous. Merci. Merci beaucoup Didier pour ton intervention tout à l'heure. Si tu peux te rapprocher du micro, il y avait des moments d'interférence. Beaucoup d'amis du Sénégal qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui. Je vois rapidement Myriam, voilà, du CSE qui est en ligne. Mohamed Abdou, voilà, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Mohamed Abdou, expert en gestion durable de l'environnement et aménagement du territoire. Donc, j'interviens sur le projet RCOIP, financé par la COI à travers le projet ECOS. Je suis basé en Juin, en Union des Comores. Merci beaucoup. Je vois des amis d'Angleterre, du Cameroun, de Côte d'Ivoire. Voilà, une grande richesse. Oui, allô, monsieur Thiam?
une belle représentation de France aussi. Donc, nous allons avancer et donner tout de suite la parole à Victor. Victor, pareil, en deux mots, puisque les gens t'ont déjà rencontré la semaine dernière, peux-tu nous dire qui tu es et ensuite je passerai tes slides. Bonjour Victor. à tous, donc Victor Lechat, je travaille à Save, Sable Vague Environnement, à Frontignan, dans le sud de la France, et je travaille notamment avec le Conservatoire du Littoral dans le cadre de mise en place de dispositifs SFN dans les AMP d'Afrique de l'Ouest. Voilà, alors on va commencer sur les facteurs de réussite dans la mise en place d'ouvrages. Je te propose, Fabrice, de passer directement à la diapositive. Merci. Donc, le premier élément, un des éléments les plus importants lorsqu'on réfléchit à une intervention qu'on peut faire sur le littoral, c'est de lancer une grande phase de diagnostic avec des études qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionne le littoral et les dynamiques côtières sur le site sur lequel on souhaite travailler. Donc, par exemple, on va étudier les courants marins, on va s'intéresser à la houle, au vent dominant, que ce soit en période de temps calme, mais aussi en période de tempête. On va s'intéresser à la topographie, à la végétation en place, etc. Et ces études-là, elles vont nous permettre d'identifier déjà la source du problème et d'émettre des hypothèses de résolution. Et donc, c'est là qu'on va commencer à réfléchir à l'ouvrage qui serait le plus à même de nous aider dans la gestion de ce problème. Si vous regardez les photos que j'ai mises sur les diapositives, donc là, on est en Tunisie, sur l'île de Djerba. Et dans ce cadre-là, le dispositif qui était le plus à même de fonctionner convenablement, c'était des maillages de lattes de bois qui nous permettent de piéger le sable et de reconstituer un cordon dunaire. Alors pourquoi dans ce cadre-là, c'était ce dispositif qui se prêtait le mieux à la situation? Tout simplement, le premier élément, c'est qu'on est sur du sable fin. Et donc, qui dit sable fin dit haut potentiel d'envol par le vent. Et donc, on savait qu'au moindre coup de vent, beaucoup de sable allait être mobilisé et allait pouvoir se disposer dans nos casiers de lattes de bois. Le second élément, c'est que vous voyez qu'il y a une grande surface de sable. Et donc ça nous a permis de disposer les casiers à une distance suffisante du rivage pour les protéger du déferlement. En général, on dit qu'il faut 50, 60 mètres. Ici, on était à 70 mètres. Si on peut avoir plus, ça peut être bien, ça dépend du cadre. Mais si on était sur un secteur avec une distance plus réduite, peut-être qu'il aurait fallu s'orienter vers un autre dispositif. Et enfin, vous le voyez, donc il y a peu d'obstacles à la circulation du vent, que ce soit sur la face maritime et la face continentale. Donc ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a pas de route, il n'y a pas d'ouvrage ou de construction diverses qui perturbe cette circulation-là. Et ça veut dire que le vent va pouvoir circuler, embarquer avec lui beaucoup de sable, que ce soit sur la face maritime ou continentale, et ramener ce sable dans nos dispositifs brise-vent. Un autre élément important à prendre en compte, alors c'est vrai que sur la face continentale, en général, on essaie d'avoir 150 mètres, ça c'est bien. Si on peut avoir plus, c'est encore mieux. Mais là aussi, si on était sur des ouvrages ou des éléments qui étaient directement à l'arrière de nos ouvrages, là, peut-être qu'on aurait été chercher un autre dispositif à mettre en place. Un élément aussi très important à prendre en compte, c'est s'appuyer sur les savoir-faire locaux. Nous, en France, quand on fait des casiers de brise-sable, brise-vent comme ça, on utilise du châtaignier. Pourquoi? Parce qu'on en a tout simplement en France, on a des plantations, des manufactures. Et donc, ça veut dire qu'on a des coûts de transport qui sont réduits, des délais de livraison qui sont courts et une technique de conception qui est parfaitement maîtrisée. Ici, en Tunisie, on n'est pas allé chercher du bois de châtaignier, mais on s'est basé sur des nervures de palmier, exactement pour les raisons que je viens de citer. Mais on verra dans les exemples tout à l'heure qu'il y a d'autres ressources qui peuvent être utilisées et qui fonctionnent très bien pour la conception des ouvrages. Et impliquer les communautés locales, que ce soit dans la conception ou dans la disposition des ouvrages, ça permet aussi aux usagers des sites, en fait, ou aux communautés adjacent, en fait, de s'approprier l'ouvrage, son fonctionnement et donc d'optimiser en fait son efficacité dans le temps. Et un élément sur lequel on insistera toujours aussi, c'est une fois que l'ouvrage est mis en place, quel qu'il soit, que ce soit de la restauration dunaire, des épis hydrauliques, de la restauration
d'herbiers, etc. Il y a toujours un suivi et un entretien qui est très important pour que s'assurer tout simplement que l'ouvrage fonctionne semaine après semaine et pour permettre de réfléchir aussi à des améliorations ou des dispositifs qui vont permettre de l'optimiser dans le temps. Voilà, je vous propose de passer aux exemples et aux cas concrets suivants. Merci beaucoup, Victor. Sans trop perdre de temps, je vais très immédiatement donner la parole à Janice qui va justement nous expliquer ce que c'est que le projet J'arrive. Et au-delà de ça, quelles sont les méthodes et les pratiques qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet. Janice, à toi la parole. Donc, bonjour à tous. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, quelques éléments de contexte. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore venus en Guadeloupe, Jarry est une zone centrale. Donc, la Guadeloupe est un archipel hein, qui se situe au sein de l'arc antillais, qui se compose à peu près de 5 îles principales. Et Jarry se retrouve un peu dans une zone centrale entre l'île de la Basse-Terre et l'île de la Grande-Terre. Donc, depuis les années 1960, on a une urbanisation croissante de cette zone au détriment, bien sûr, de la forêt marécageuse et de la mangrove. Et donc, on a une grosse perte des surfaces de zones humides dans cette région. Et à partir des années 2010, on a eu une affectation, en fait, de 230 hectares de zones naturelles au Conservatoire du littoral. Donc, c'était principalement du domaine public maritime et des 50 pages géométriques naturelles. Tu peux passer, Fabrice. Merci. Donc, le projet J'arrive cherche à répondre aussi à cette problématique. Donc, l'objectif premier, c'est de réhabiliter, de protéger la zone humide qui nous reste en se basant sur des solutions fondées sur la nature et bien sûr en luttant contre les effets du changement climatique. Donc, l'objectif aussi, c'est l'amélioration du cadre de vie. Donc, le projet se divise en différentes étapes, notamment la phase diagnostic, donc diagnostic écologique, des études préliminaires comme des études de pollution, des levées topo, des études hydro. La libération du domaine public, donc on demande aux entreprises de libérer le domaine qu'elles occupent illégalement. Et ensuite, la réhabilitation de l'écosystème, soit à la charge des entreprises occupantes ou soit sous maîtrise d'ouvrage du conservatoire. La partie aménagement, car on souhaite qu'il y ait une ouverture au public, que le public puisse se tourner vers cette zone humide qui n'est pas très visible depuis la route. Et bien sûr, une grosse phase suivi et acquisition de données. Donc, en termes d'acteurs impliqués, donc le Conservatoire du littoral est propriétaire du site et pilote principal du projet. La ville de Bemao, où se trouve Jarry, est gestionnaire depuis 2023 et 2 agents du littoral ont été embauchés en 2024. Et bien sûr, les autres partenaires qui sont présents au comité de pilotage du projet. Donc, c'est un comité de pilotage qu'on réalise annuellement où on présente les avancées du projet, les problématiques et on essaye de réfléchir ensemble à des solutions pour certains sites. Tu peux passer, voilà. Donc, en termes de matériel, de moyens humains et financiers, le Conservatoire du littoral a un agent permanent, donc moi, bien sûr, sur le projet. Et ensuite, on réalise des opérations sous maîtrise d'ouvrage conservatoire et on est toujours à la recherche de cofinancement. Donc, ça peut être des fonds verts, du FEDER, et bien sûr, les entreprises qui réalisent des travaux de réhabilitation à leurs frais. Donc, ce sont les entreprises occupantes. Donc, pour ce cas, c'est vraiment lorsqu'on arrive à prouver que l'entreprise occupante est responsable des remblais présents. Donc, le diagramme à droite présente un peu la proportion. Donc, on remarque bien que ce sont principalement les entreprises hein, qui remettent à leurs frais. Bien sûr, nous, on est là en accompagnement technique pour veiller à ce que les travaux soient faits correctement. Tu peux passer, Fabrice. Donc, annuellement, on présente un peu cette carte qu'on met à jour un peu chaque année pour le comité de pilotage qui donne un peu la vision
de l'état d'avancement du projet. Donc, tout ce qui est en bleu central, on est sur de la mangrove et de la forêt marécageuse appartenant au Conservatoire du littoral. Et bien sûr, les différentes zones colorées dans un état d'avancement, de l'état de libération. Est-ce que le site est restauré, réhabilité? Est-ce que le site est simplement libéré en attente de réhabilitation? Et donc, du coup, ça donne un peu un état des lieux de comment on avance sur le site, sachant qu'en rouge, ce sont toutes les entreprises qu'on n'a pas encore contactées. Donc, le projet a débuté en 2018 et en 2025, il nous reste encore beaucoup à faire. Mais le parti pris était d'attaquer un tronçon prioritaire sur la droite, à l'est, où on retrouvait les plus grandes surfaces occupées. Donc, on a aujourd'hui 22 dossiers en cours. Et bien sûr, on a aussi des conventions d'occupation temporaire qui sont signées par les entreprises, car l'objectif, c'est pas de bouleverser l'économie de la Guadeloupe, parce que Jarry représente quand même 30% de l'économie, mais c'est de trouver en fait un équilibre entre la zone économique et le milieu naturel. Donc, il y a des zones qui sont vraiment occupées depuis très longtemps. On est sur des zones qui ont été très urbanisées. Et donc, du coup, on demande aux entreprises de libérer la moitié ou deux tiers de la surface et ainsi elles peuvent conventionner sur le reste. Et ça permet aussi de régulariser en fait certains éléments, notamment tout ce qui est gestion des eaux pluviales, gestion des eaux usées, la pollution lumineuse, l'interface en fait entre la zone urbanisée et l'écosystème. Donc voici un exemple. Donc c'était une ancienne station Total qui a été démantelée. Donc la station se trouvait sur le domaine du Conservatoire du littoral. Donc à l'époque, certaines entreprises bénéficiaient d'AOT de l'État, puis il y a eu un transfert, une affectation au Conservatoire du littoral. Donc, Total a totalement libéré le site et ensuite, en 2023, décaissé la majorité du site pour remettre en eau. Donc, il s'agit principalement d'opérations d'enlèvement de macrodéchets. Sur certains sites, on a aussi des mises en défense après libération pour éviter qu'on se retrouve avec un nouvel occupant et bien sûr, décaissement des remblais. Ça permet de redonner sa place à l'eau et généralement pour l'écosystème mangrove, les palétuviers reviennent très rapidement. Donc c'est en restaurant les paramètres du milieu qu'on agit sur l'écosystème. Le but, c'est pas de remplacer en fait l'écosystème, mais c'est vraiment de l'accompagner vers une régénération naturelle. Voilà. Donc les points négatifs. Donc le conservatoire porte seul le projet. Donc c'est un projet qui est assez lourd et je trouve qu'on sort un peu du contexte de notre organisme. Ce type de projet aurait pu être porté par le gestionnaire si on en avait déjà un à l'époque ou alors par une autre collectivité telle une communauté d'agglo. Donc, il y a aussi un manque d'application des outils réglementaires sur le territoire et une forte incertitude sur le potentiel de réduction des risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en place des opérations de décaissement pour améliorer les écoulements, mais quand on regarde, on a aussi des seuils de pollution sur Jarry. Les sources de pollution ne sont pas forcément au sein du domaine du conservatoire. Et donc, du coup, nous, on n'a pas forcément cette capacité d'agir hors domaine du conservatoire du littoral. Il aurait fallu étendre, en fait, les perspectives du projet à un espace beaucoup plus large sur l'ensemble de Jarry, y compris la zone urbanisée. Et donc, du coup, notre objectif, c'est d'intégrer progressivement les acteurs et partenaires au projet, pas qu'ils soient uniquement au sein de notre copil, mais qu'ils mettent en place en fait des opérations eux-mêmes sur les sites. Et bien sûr, l'objectif aussi, c'est de mettre en place un système de collecte de données, donc un système de suivi post-travaux. En termes de points négatifs, on a une facilitation de restitution des terrains par les entreprises, car en fait, on a la maîtrise foncière au conservatoire. Et donc, du coup, si on passe au contentieux, généralement, on gagne nos procès. Donc, on essaye de rester à l'amiable sur la majorité des dossiers tant que l'entreprise le souhaite. Mais c'est vrai que la force réside dans le fait que nous sommes propriétaires.
Tu peux passer. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Janice. Oui, quelques questions. Tout d'abord, comment est-ce que... Alors, effectivement, je reprécise pour tous les participants qui ne connaissent pas tout à fait le conservatoire. Le conservatoire, on a un organisme public qui a la capacité d'acheter ou de se faire affecter des terrains et qui ensuite trouve un gestionnaire local, en général une collectivité locale ou une ONG, qui va mener l'animation de ce site et s'assurer sa bonne gestion. Cet exemple est particulièrement intéressant parce qu'ici, on est sur un cas très particulier avec beaucoup d'occupants des terrains et ce sont des occupants économiques. Enfin, voilà, ce sont des acteurs économiques. On n'est pas du tout dans une zone purement naturelle. La question qui est posée, c'est comment est-ce que vous avez fait pour convaincre ces entreprises? Est-ce qu'ils ont eu la peur du procès? Est-ce qu'ils ont eu une forme de motivation? Ou est-ce qu'ils ont compris aussi qu'il y avait des menaces en termes de territoire ou que de toute façon, ils n'auraient pas le choix parce que de toute façon, ils allaient se faire grignoter par la mer ou perdre ces territoires? Comment vous avez procédé? Ben déjà, en fait, comme je le dis souvent, si le projet avait été lancé 10 ans plus tôt, il n'aurait pas été autant accepté, que ce soit par la population, par les chefs d'entreprise. Mais c'est qu'en fait, on a une problématique depuis quelques années de nuages stationnaires sur Jarry. Et donc, du coup, ce qui augmente le risque d'inondation. Donc, les pluviométries qui sont plus importantes dans cette zone. Et donc, on a un risque d'inondation beaucoup plus important depuis ces 5 dernières années. Et donc, du coup, ça permet aussi d'avoir une sensibilisation sur l'amélioration des écoulements, la préservation de l'écosystème, qui est vraiment un outil de protection, même s'il a quand même ses limites. Et le fait que le conservatoire soit propriétaire, c'est vrai qu'il y a des grincements dedans lorsqu'on commence les échanges. Mais ils se rendent vite compte, en fait, que, étant donné qu'ils ne sont pas propriétaires, que leurs AOT sont parfois échus depuis plusieurs années, ils savent, en fait, qu'ils veulent, en fait, une sorte de régularisation. Et donc, du coup, la majorité des dossiers sont à l'amiable. Après, c'est vraiment au cas par cas, parce qu'en fait, on se retrouve aussi avec des entreprises qui ont parfois loué des terrains à des gens et en fait, les gens n'étaient pas propriétaires. On se retrouve avec des entreprises qui pensaient encore que leur AOT était valable et il y a eu un transfert. Donc, c'est vraiment au cas par cas et c'est pour ça qu'on prend le temps vraiment d'échanger. Donc, il y a des entreprises, on a commencé les échanges en 2018 et les travaux sont terminés en 2025. Alors, il faut savoir aussi effectivement plusieurs choses. C'est que la notion de temps au Conservatoire du littoral n'est pas la même que pour un autre opérateur. C'est-à-dire que nous, on est là pour toujours. Et un des slogans, c'est pour tous et pour toujours. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps, sauf urgence absolue, risque, etc. On peut prendre le temps. Donc, ce qui nous permet une négociation souvent plus sereine avec les partenaires. Ce qu'il faut sans doute savoir, mais tu vas me le confirmer, c'est qu'il ne me semble pas qu'on autorise des occupations d'entreprises sur des terrains du conservatoire, mais plutôt que le conservatoire a récupéré ces terrains qu'il a achetés ou qui se sont fait affecter, alors qu'il y avait déjà les entreprises. Donc maintenant, il faut gérer ce passé, ce patrimoine, et essayer de voir comment à l'avenir on peut faire mieux. Mais enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'installation d'entreprise sur des terrains vierges du conservatoire du littoral. C'est ça. En fait, je ne l'ai pas forcément précisé, mais on a différents types d'occupations. Donc, on a les occupations historiques qui datent d'avant 2010, donc avant l'affectation au conservatoire. Et c'est celle-ci où on aura des échanges à l'amiable, parce qu'en fait, les entreprises étaient déjà là avant que nous soyons affectataires. Mais toutes les occupations illégales après 2010, les gens doivent quitter totalement la surface et on ne va pas avoir d'échange forcément sur ne pas couler l'entreprise ou ne pas impacter l'économie. Donc, on est vraiment sur des occupations historiques. Deux dernières petites questions. Est-ce que les entreprises qui collaborent, qui font des travaux, qui financent des travaux ou qui les font elles-mêmes, est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'elles-mêmes le considèrent comme une forme de mécénat et donc avec une déduction possible d'impôt? Alors, je ne sais pas s'il y a une déduction d'impôt, mais étant donné qu'en fait, c'est de la remise en état, on n'est pas sur une entreprise qui, par exemple, dans son QHSE, décide de réhabiliter une zone naturelle pour sensibiliser ses employés. On est vraiment dans un cas où l'entreprise a dégradé et doit remettre en état. Donc, je ne pense pas que ça soit valorisable auprès des impôts.
En tout cas, c'est un sujet intéressant. Dernière petite question qui a été posée. Comme tu disais, vous avez généralement opté, en tout cas pour la station Total, pour une forme de régénération naturelle. Est-ce qu'il n'y a pas des limites à cela? C'est-à-dire que c'est moins rapide, on n'est pas sûr du résultat. Est-ce qu'il vaut mieux pas être très interventionniste pour replanter de la mangrove, par exemple? Alors, j'estime que la plantation pour la mangrove, donc l'écosystème mangrove, n'est pas nécessaire. On a d'autres sites où on a eu des décaissements et les palétuviers sont revenus et en 2 ans, ils étaient plus hauts que moi. Le couvert forestier s'est refermé sans plantation. Cependant, pour la forêt marécageuse, qui est un écosystème en arrière mangrove, ça sera un peu plus complexe. Donc là, on est en attente de voir sur des sites qui ont été décaissés en forêt marécageuse, comment la forêt reprend. Si elle reprend, et le risque, en fait, c'est est-ce que les espèces exotiques envahissantes ne vont pas être une problématique? Donc là, on est encore en stade d'observation pour cet écosystème-là, mais peut-être que ça nécessitera, bien sûr, notre intervention pour des plantations. Et dans ce cas précis, ce sera le conservatoire qui Oui, c'est prendra ça. après de réaliser. Ok, ben, merci beaucoup, Janice. On te laisse, on te retrouve à la fin pour le débat, tout comme Victor qui est déjà intervenu. Merci encore. N'hésitez pas à poser, à continuer à poser vos questions dans la boîte à questions. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une centaine de personnes connectées, donc on est ravis, une fois encore, de ce succès, avec une diversité très internationale, comme je le disais, d'Europe, même du grand nord de l'Europe jusqu'au plus sud de l'océan Indien ou de l'Afrique ou de la Caraïbe. Je cite parmi les participants qui se reconnaîtront Heidi, Faisal, Sana Tak, Laure, Mohamed, Hélène, Lise, Alice et évidemment Christophe qui est connecté. Merci à tous. Je vais passer tout de suite la parole à Didier. Didier, je te laisse te connecter, allumer ta caméra pour nous présenter ce qui a été fait et le retour d'expérience, parce que maintenant vous avez déjà un bon retour d'expérience sur l'expérience qui a été menée avec vous sur les nouvelles protégées de Saint-Louis. À toi la parole. Merci Didier. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Didier Cabot, je suis le conservateur de l'aire marine protégée de Saint-Louis, donc où j'ai eu la chance de vraiment mener cette expérience de la restauration d'une aire, de la langue de Barbarie à travers les Tifavels. Voilà, donc comme je l'ai dit, l'expérience, nous l'avons menée à Saint-Louis. Saint-Louis se trouve au nord du Sénégal, dans la partie nord, donc, où nous avons une zone qui est fortement exposée à l'érosion côtière, à la mobilité du trait de côte, mais aussi à une mobilité vraiment du littoral dans le cadre global. Bon, maintenant, à côté, il y a aussi des actions anthropiques donc, qui ont été menées dans cette partie du Sénégal en 2003 et c'était à cause donc de la menace d'inondation de la ville de Saint-Louis par rapport à l'excès de pluie de cette année-là. Ce qui a fait que les autorités d'antan avaient ouvert un canal de délestage donc, au niveau de l'actuel AMP. Et on a perdu pratiquement toute cette zone-là. L'eau avait tout pris. Maintenant, comme que le phénomène, à ce niveau-là, il y a un phénomène de sédimentation et d'érosion. Au fur des années, nous avons constaté une sédimentation donc, du nord vers le sud, ce qui a fait que nous avons pu récupérer les terres. Maintenant, il fallait essayer de les stabiliser et essayer peut-être de mettre en place des ouvrages. Ce qui a été fait dans le cadre donc, du projet financé par le FFM, projet risque côtier au Sénégal, Bénin et au Togo. Et dans ce sens-là, l'AMP de Saint-Louis fut l'un des sites pilotes
qui a été choisi au Sénégal et qui a pu mener à bien cette expérience. Voilà. Maintenant, la méthode que nous avons utilisée, comme je l'ai dit, c'était des tifavel, le tifa qu'on sèche et on confectionne des palissades. C'est des palissades de 2 mètres qu'on met en face de la direction dominante des vents. Et ça nous permet de piéger des sédiments. On piège des sédiments, ça nous permet aussi de faire une reconstitution linéaire. Et derrière, nous faisons un peu ce qu'on appelle le reboisement avec une espèce particulière, c'est le filao qui tient bien dans cette zone-là. Et quand on réussit à restaurer les dunes, on passe à la végétalisation. Là, on cherche vraiment des espèces d'herbes qui peuvent tenir au niveau de la dune, que nous implantons pour vraiment fixer les sédiments qui ont été piégés. Voilà. Maintenant, pour la réussite, vraiment les facteurs de réussite, ce que nous avons noté, c'était que vraiment il fallait une bonne maîtrise de la mise en œuvre de l'ouvrage. Et pour cela, nous avons été accompagnés par certains partenaires techniques comme le CSE, le Conservatoire du littoral français, l'association SAVE. Maintenant, le partenaire financier, c'était le FFM, le Fonds français de l'environnement mondial. Donc, le coût total de l'expérience, c'était 40 000 €, donc soit l'équivalent de 26 millions de francs CFA. Donc, avec vraiment ces moyens, nous avons pu vraiment restaurer pratiquement un linéaire de 2,5 km. Donc, avec des cordons dunaires qui ont été restaurés dans un premier temps, nous avons eu 1 mètre de hauteur de casier de sable sur 1,5 km, donc qui ont pu être rechargés. Nous avons remis des palissades sur les premières palissades et aujourd'hui, ces palissades-là aussi sont remplies. Ce qui veut dire que aujourd'hui, nous sommes à peu près à 2 mètres vraiment de dunes qui ont été restaurées à ce niveau. Bon, l'autre facteur aussi, c'est un peu la mise en œuvre d'un bon protocole de suivi. Parce qu'avec le CDL, nous avons été encadrés et ils nous ont appris vraiment à mesurer vraiment la hauteur des dunes que nous avons enregistrées, la longueur de la plage qui a été gagnée. Et nous avons fait un suivi régulier et rigoureux pendant 5 ans, vraiment, et ce qui a pu nous aider vraiment à avoir des résultats que nous avons partagés avec le CSE, le CDL et tous les partenaires techniques et financiers, ce qui nous permettait vraiment de savoir si l'ouvrage était efficace ou pas. Maintenant, l'autre aspect, c'est que nous avons impliqué vraiment nous avons fait de sorte d'avoir une forte implication des communautés. Parce que là, l'idée derrière, c'était d'avoir une meilleure appropriation et une meilleure acceptation de l'ouvrage. Et à ce niveau-là, vraiment, tous les villages qui polarisent l'AMP, c'est 8 villages, donc participer vraiment à la mise en œuvre donc de l'ouvrage, mais aussi au reboisement et à l'entretien et même à la surveillance, n'est-ce pas, de l'ouvrage. Donc, pour nous permettre vraiment d'avoir des résultats optimaux. Donc, à ce niveau-là, vraiment, nous avons réussi vraiment l'implication donc des communautés dans la mise en œuvre de cet ouvrage. L'autre aspect est surtout l'entretien continu de l'ouvrage, parce que c'est le facteur déterminant. L'ouvrage est fait en écomatériaux. Donc, les tifavel, qui connaît les tifas, c'est un peu les roseaux. Donc, voilà, c'est le Phragmites. C'est la plante qui va souvent avec le Phragmites. Donc, comme vous le voyez ici à l'image en bas. Donc, c'est des plantes peut-être qui, après implantation, peuvent tenir à peu près 1 année, mais après, voilà, vraiment, nous les perdons. Donc, c'est dans ce sens-là vraiment que nous insistons sur le fait d'un bon entretien et un entretien continu vraiment de l'ouvrage. Bon, maintenant, en termes de résultats, vraiment, nous avons pu recharger des casiers, je l'ai dit tout à l'heure. Pratiquement aujourd'hui, on est à 2 mètres de hauteur de sable sur un linéaire de 2,5 km. Nous avons la formation de dunes embryonnaires
donc qui apparaissent très souvent. La formation, l'augmentation de la longueur de la plage, parce qu'au début, quand on a installé l'ouvrage, on était à 40 mètres de la première vague. Aujourd'hui, on se retrouve à 130 mètres donc, de la première vague. Donc, ce qui dénote un peu de l'efficacité de cet ouvrage que nous avons installé. Nous avons l'apparition de la végétation. Parce que si vous voyez bien sur les photos, la première photo que vous avez à gauche en haut, donc c'était au tout début de la prospection pour voir là où on devait installer l'ouvrage. L'autre photo à droite en haut, donc si vous voyez bien, après installation de l'ouvrage, quelques temps après, les casiers sont remplis et nous avons procédé à un reboisement de filao juste derrière. Aujourd'hui, si on fait le cumul de tous les reboisements que nous avons fait à ce niveau, nous en sommes à 178 hectares de filao que nous avons reboisé. Et c'est pratiquement une forêt maintenant. Bon, là, c'était la première génération, donc les casiers étaient presque pleins. Quelque temps après, vous voyez les filao qui commençaient à grandir. Les casiers, c'était déjà plein. Maintenant, l'autre photo derrière, c'est un peu la récupération de la zone et l'installation des maraîchers. Donc aujourd'hui, nous en sommes à presque plus de 200 familles de maraîchers qui vivent bien de cette activité. Lors d'une étude que nous avions commanditée, nous avons vu que ces gens-là gagnent aujourd'hui jusqu'à 1 200 000, 1 300 000 par campagne pour les 6 mois. Donc, des revenus ici donc, de cette activité de maraîchage et au niveau du site. Donc, ça, c'est une grande satisfaction que nous avons eue, vraiment, d'installer ces gens-là là-bas et de leur permettre de vivre de cette activité-là. Bon, l'autre aspect, c'est aussi, nous avons vu aussi la régénération, une régénération naturelle de plusieurs espèces. D'abord, nous commençons par la mangrove. Donc, nous retrouvons là-bas des formations d'Avicennia qui apparaissent naturellement. Nous avons la colonisation donc, de toute la zone par les couvre-sols, donc, qui fixent le sol à ce niveau-là. Nous avons la réinstallation des maraîchers, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui a été l'un des aspects les plus déterminants, donc qui nous a permis un peu de travailler sur la sécurité alimentaire donc pour ces gens-là à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, comme point positif, nous pouvons dire que non, comme point négatif, je m'excuse, nous pouvons dire que c'est l'utilisation des écomatériaux qui a été vraiment la chose la plus difficile à gérer, puisque ça nécessitait vraiment un entretien continu. Alors qu'au niveau de l'AMP, on n'avait pas des AGR, donc activités génératrices de revenus qui nous permettent vraiment de pérenniser un peu l'entretien de ces ouvrages. Donc, là, c'était le problème, le principal problème que nous avions, quoi. Voilà. Maintenant, comme point positif comme leçon que nous avons tiré, c'est surtout pardon, Fabrice, j'ai les écritures qui sont trop petites là. Oui, comme point positif, donc, je disais que nous avons, voilà. Alors, je peux te les lire et je te laisse réagir. L'expérience voilà, de l'AMP. Nous avons vraiment l'expérience que nous avons acquis au niveau donc, de l'AMP de Saint-Louis, donc par rapport à cette activité. Nous avons pu restaurer toute cette zone-là avec l'apparition de régénération naturelle et autres. Le renforcement de capacité, donc vraiment des agents de l'AMP et des communautés qui vivent tout autour. Nous avons une meilleure maîtrise de l'environnement du site. Parce que j'avais oublié de le dire, après la restauration, la reconstitution de cette zone, vraiment avec le CSE, nous avons pensé à faire des unités de gestion. Donc, nous avions 9 unités de gestion dans cette partie-là, et chaque unité de gestion avait une vocation. Par exemple, la zone que vous avez vue tout à l'heure sur la présentation, c'était une zone dédiée à l'expérimentation. Donc, tout ce qu'on a
essayé comme expérience, on le sait à ce niveau-là. Nous avons une zone dédiée à la reproduction des oiseaux, une zone dédiée à l'écotourisme, une autre zone dédiée au suivi des tortues marines. Donc, vraiment, nous avons affecté des vocations aux 9 unités de gestion donc, que nous avons pu identifier avec l'aide du Centre de suivi écologique du Sénégal. Voilà. Donc, globalement, c'est ça, quoi. Et l'aspect sur lequel, ou bien j'ai eu plus de satisfaction, c'est vraiment le développement du maraîchage, donc en aval de ces tifavelles-là. Voilà, je pense que c'est ça. Je suis au terme de ma présentation et voilà, j'attends les questions. Merci beaucoup Didier pour cette intervention et pour présenter une fois de plus, parce que tu es devenu un vrai professionnel. Ça fait 1000 fois que tu présentes ce cas, parce qu'effectivement, c'est un cas très, très représentatif de ce que peut être une réussite dans la gestion des zones côtières sableuses. Trois points. Merci. Si tu coupes ton micro, tu peux m'entendre, ce sera plus facile. Mais effectivement, sinon, ça résonne. 3 points sur lesquels les gens voudraient revenir. Le fait que les maraîchers aient retrouvé la possibilité de travailler sur cette zone, les enjeux de sécurité alimentaire, est-ce que ça a été un argument pour faciliter votre travail? Est-ce que les gens participent? Est-ce que, à travers le comité de gestion, la gouvernance, cet aspect sécurité alimentaire et maraîchage a été un point important? Oui, ça a été. Ça fonctionnait tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça bug. J'essaie de voir. Il faudrait que tu coupes le retour, voilà, pour ne pas nous entendre quand tu réponds, parce que sinon c'est en boucle. Ce que je te propose, les différentes questions qu'on a à te poser, on les posera à la fin, au moment de la session globale. Je reviendrai vers toi, j'ai noté les questions et je ne t'oublierai pas tout à l'heure, le temps de résoudre ce petit problème technique. Désolé, merci beaucoup Didier pour ton intervention une fois de plus, et on reviendra sur vos questions à la fin. Tout de suite, on va passer au troisième cas. On va partir dans l'océan Indien, dans les Comores, retrouver Mohamed Abdou, qui va nous présenter cet exemple, là aussi extrêmement riche, parce qu'avec une grande diversité de pratiques et de mise en place pour la conservation de la ligne côtière. Mohamed, à toi la parole. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Je vais vous présenter brièvement notre expérience de mise en œuvre de solutions douces de protection côtière à Wani, située sur l'île d'Anjouan, aux Comores. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est moi qui suis buggé ou si c'est l'ensemble ou si c'est au niveau de Mohamed qui a un problème. Si vous me voyez et vous m'entendez, autre intervenant, je suis preneur pour savoir si c'est moi qui ai un problème ou si c'est au niveau des Comores qui a un petit blocage. Didier, tu me vois, On super. t'entend, oui.
Voilà, merci beaucoup. Je ne savais pas qui c'était, voilà, si j'avais bugué. Mohamed, j'ai Alors, vous l'impression qu'on... m'entendez? Oui, on t'avait perdu, mais je te redonne la parole en disant Oui, la... désolé. Oui, désolé parce que là, ça avait coupé en fait. Alors, voilà, le littoral de Wani, fortement touché par l'érosion, due notamment à l'extraction du sable, la déforestation du cordon végétal, ainsi que la pression urbaine croissante. Donc, ces phénomènes ont entraîné un recul du recul de taux de côte de plusieurs dizaines de mètres, moyennant jusqu'à 40 mètres par point, menace les terrains contigus, les zones agricoles, ainsi que le patrimoine culturel et historique. Si tu peux avancer le slide, s'il vous plaît, Fabrice. Allô? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous m'entendez, Fabrice? Moi, je t'entends très bien et j'ai avancé la slide. Donc, tu es sur la slide avec les différentes solutions qui sont proposées. Ah, oui, pardon. Alors, ici, sur cette slide, on retrouve les différentes solutions préconisées par l'équipe scientifique du projet. Donc, face aux enjeux qui nous menacent sur le littoral, donc, plusieurs solutions fondées sur la nature ont été proposées par l'équipe scientifique après une étude mésologique menée par l'ensemble des experts. Donc, il en ressort que nous allons mettre en œuvre plusieurs solutions fondées sur la nature et des aménagements doux, notamment le reprofilage et la végétalisation du littoral, euh, le système d'épis de type Malte et Savard pour piéger le sable et recharger la plage. On a de l'autre côté la mise en place de haies denses de protection côtière avec les espèces indigènes adaptées, ainsi que d'autres systèmes d'épis semi en bois perméables pour amortir euh, la force des vagues et euh, pouvoir booster le reprofilage des microfalaises actives. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est bon, elle est passée. Tu peux commencer. OK. Donc, concernant les acteurs impliqués, les moyens mobilisés, donc, le projet RCOIP est mis en œuvre avec le Centre universitaire de Paty, l'association GDPMM. Vient ensuite scientifique, l'étude mésologique ainsi que le suivi et l'évaluation des impacts au niveau du trait de côte. Donc, on retrouve aussi la direction régionale de l'environnement ainsi que celle de l'aménagement du territoire avec la commune de Wani au niveau d'un appui technique et institutionnel, sans oublier aussi les communautés locales qui participent activement à la plantation, à la surveillance et à la sensibilisation. Donc, au niveau des moyens matériels et financiers, donc, le financement du projet vient principalement du projet RECOS via la COI, à travers ses partenaires l'AFD et le FFM. Donc, pour ce qui est du matériel technique, euh, nous retrouvons des topomètres pour l'élevé de profil de plage, des GPS, ainsi que les outils de surveillance environnementale. Et enfin, on a aussi un appui scientifique pour faire les analyses diachroniques et des marqueurs photographiques aériennes pour pouvoir suivre l'évolution du littoral. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, sur cette slide, on retrouve voilà, quelques outils qu'on utilise justement pour le suivi tant écologique que sur le suivi du profil de plage et ainsi que la surveillance environnementale. Slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, au niveau des résultats, on a pu planter plus de 2000 palétuviers sur les sites pilotes avec un taux de reprise supérieur à 70%. Donc, nous avons également observé un ralentissement progressif de l'érosion au niveau du cordon sableux, donc qu'on a végétalisé par la plante d'Hippomea pescapré. Il y a aussi la création des micro-habitats de mangroves qui favorisent le retour de la faune aquatique et des oiseaux côtiers. De l'autre côté, on a le renforcement des capacités pour les jeunes et aussi la mise en place de comités villageoises pour la surveillance environnementale et l'entretien du site. Donc, il va sans dire que J'ai l'impression que nous avons perdu de nouveau notre ami Mohamed Abdou, il y a des données qui scientifiques sur le trait de côte et les paramètres Mohamed, peut-être que tu pourrais couper ta caméra et continuer sans qu'on te voie, puisque ta bande passante est très faible. Donc malheureusement, on perdra le contact visuel avec toi, mais au moins on pourrait entendre un peu mieux ton intervention. Voilà, ça a été coupé D'accord, d'accord, des productions des données scientifiques. d'accord. Merci. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça m'a lâché complètement. On t'entend, on ne te voit plus, mais on t'entend, ça a l'air d'être plus fluide. Et donc, je te laisse nous parler des leçons apprises. D'accord, Fabrice. Alors, au niveau des leçons apprises, il avance à dire que tout projet comporte des points négatifs. Donc, au niveau de ce qu'on est en train de faire, on observe la vulnérabilité des jeunes plants de mangrove face aux houles et aux remous hydrodynamiques. Donc, le substrat aussi, souvent trop compact dans les zones intertidales, entrave l'enracinement et la survie des plants. Donc, comme enseignement à en tirer là-dessus, nous pouvons dire que les solutions fondées sur la nature ne peuvent réussir seules dans un contexte de forte énergie côtière. Donc, elles peuvent être couplées à des aménagements d'eau de protection temporaire, tels que les brises-vagues et les épis, pour créer justement les conditions de succès. Côté point positif, nous soulignons la forte adhésion communautaire grâce à la co-construction du projet et aux bénéfices directs perçus. Euh, on note aussi une reprise végétale et une atténuation des vagues observées sur les zones aménagées. Enfin, on a l'approche interdisciplinaire qui a réussi à allier science, savoir local et action collective. Dans ce sens, nous pouvons dire que le succès des solutions fondées sur la nature repose sur la participation active des communautés et la valorisation des savoirs locaux. Donc, le modèle qu'on est en train de développer peut être utilisé comme référence régionale, donc pour d'autres sites côtiers des Comores. Et sans oublier que la démarche mésologique qui a été faite a permis d'intégrer la connaissance du milieu dans la conception et l'évaluation des solutions. Et enfin, on peut dire que les solutions fondées sur la nature, couplées avec les aménagements doux, peuvent garantir ainsi la durabilité face aux défis physiques du littoral. Donc, merci. Et mon intervention s'achève là. Merci, mais ça ne s'achève pas complètement parce que je vais en profiter, même si on ne te Oui. voit pas, pour continuer à te poser quelques questions qui nous ont été relayées sur la boîte à questions. Une question sur les enjeux de gouvernance. Comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser les acteurs et notamment les comités villageois? Est-ce que les gens qui participent à ces comités sont rémunérés? Est-ce qu'ils sont défrayés? Est-ce que vous organisez des festivités pour les réunir? Comment est-ce qu'on peut s'assurer
de la survie de ces comités à la fin du projet? Alors, dans un premier temps, on a fait un appel à la sensibilisation. Donc, on a fait plusieurs réunions de sensibilisation pour tous ces acteurs. Donc, on n'a pas eu à faire comment dire, un protocole d'accord sur quelques frais qui que ce soit, mais on s'est convenu on s'est mis d'accord à pouvoir voilà allier toutes les ressources nécessaires pour pouvoir participer au projet et protéger le littoral face à ces enjeux. Donc, il y a que la volonté de faire qui est vraiment source de toute cette courage. Et justement, pour être sûr de l'implication à long terme, je pense qu'il y a toute une logique d'éducation, d'accompagnement, de sensibilisation des populations. Et notamment, c'est Jérémy qui pose cette question, est-ce que les causes à l'origine de cette érosion, comme l'extraction de sable, la déforestation, les coupes de mangroves, est-ce que tout ça aujourd'hui, on peut dire que c'est derrière vous et que justement, à travers ces travaux, les comités ou les acteurs, les communautés ont bien compris qu'il fallait arrêter ça. Est-ce que vous êtes sûr que ça s'est bien arrêté? Oui, parce que récemment même, on a fait une troisième réunion qui regroupait les autorités telles que la gendarmerie, la justice. On a fait implanter des panneaux d'interdiction qui donnent les sanctions de tout ce qui va à l'encontre de ce qui a été dit. Donc, il y a aussi les propriétaires des terrains contigus qui participent aussi à la surveillance justement de certains méfaits qui pourront, ou bien certains délits qui pourront être faits. Donc, la majorité a compris cela et on espère bien que, il n'y aura plus de répétition à l'avenir. Merci beaucoup. Et effectivement, si les gens mesurent après que ces travaux, ces solutions proposées se montrent efficaces, peut-être qu'eux-mêmes seront-ils jaloux de leur préservation sur le long terme. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qui fera la durée de cette intervention au-delà de la fin du projet. Euh, une autre question, pourquoi est-ce que vous avez testé autant de solutions différentes dans une seule et même baie? Pourquoi est-ce que vous avez fait plein de petites... c'est une forme de mosaïque. Est-ce que c'est une sorte de vitrine de solutions pour pouvoir les tester et après les répliquer? Ou est-ce que c'était des solutions qui étaient les meilleures pour chaque morceau de cette baie? Je pense que par rapport à cela, l'équipe scientifique a, nous a proposé ces solutions-là parce qu'elle a jugé que ce sont les solutions qui peuvent être plus appropriées face à ces enjeux qui se focalisent sur les différentes portions du littoral. Donc, en même temps, je dirais que si on essaie aussi toute une panoplie de ces solutions, à long terme, on pourra les évaluer correctement et savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment peut-on améliorer, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ce que je propose maintenant, c'est à l'ensemble de nos collègues de nous retrouver pour cette session, voilà, où on va poser les différentes questions qui nous ont été relayées par nos partenaires, par les participants, et les questions que je reçois aussi en direct sur WhatsApp par d'autres acteurs. Euh, une question pour Janice, je reviens un petit peu en arrière sur euh, comment est-ce que vous êtes assuré de la réelle implication des acteurs économiques et est-ce que la peur d'une possible expropriation explique le fait que certains contribuent à faire les choses? Ben, il y a déjà la partie, le fait que le conservatoire soit propriétaire, donc ils sont pas dans leur bon droit. Donc, il y a cette partie de la peur du contentieux, sachant qu'on gagne tous nos procès.
Mais il y a aussi le risque d'inondation qui est de plus en plus fort chaque année. Et donc, du coup, eux aussi, ils sont déjà arrivés dans un état d'esprit où, même s'ils ne sont pas forcément très sensibilisés à la protection de l'écosystème, juste pour protéger l'écosystème, ils se rendent compte que l'écosystème est utile pour limiter l'impact du risque d'inondation. Donc, je pense que c'est sur ce volet-là, en termes de communication, qu'on joue le plus, en leur indiquant que si les travaux sont mis en œuvre, ça pourra permettre d'améliorer les choses, pas de tout arranger, mais en tout cas améliorer les choses. Merci. Mais quand les gens parlent d'expropriation, en fait, ce serait de fait pas une expropriation parce qu'on est déjà Voilà. C'est pas une propriétaire. expropriation, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Victor, je te propose qu'on fasse une réponse concertée, mais je vais d'abord te laisser la parole à Soraya qui nous pose la question sur le fait que la Tunisie avait peut-être déjà développé une expertise propre concernant la gestion des cordons dunaires et pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à des experts étrangers, par exemple dans l'exemple que tu as présenté. Je compléterai ta réponse pour bien connaître la Tunisie depuis de très nombreuses années. Oui, en fait, effectivement, ils ont déjà une expertise et ils avaient déjà déployé des ouvrages de Ganivelle. Nous, notre intervention, elle consistait surtout à étudier le potentiel d'utilisation d'espèces locales dans la conception des ganivelles en Tunisie et d'apporter un regard neuf en fait sur des ouvrages qui étaient en situation d'échec. Donc, c'était comprendre pourquoi à certains endroits ça marche et quelles recommandations on pouvait apporter sur des ouvrages qui étaient en situation d'échec, voilà, pour que ça fonctionne. D'abord. Merci. Très clair. Oui, pour compléter pour Soraya, la palme que j'accompagne depuis 1995, donc voilà, Oui. ça commence à dater, a développé, et notamment avec l'appui de l'expertise liée à l'EID, à des partenaires qui travaillent sur des milieux sableux en France, a développé un savoir-faire et une expertise de très haut niveau. Mais il y a eu ces échanges continus historiques au départ. Après, il y a eu un petit recul, un détachement pour continuer à développer cette expertise propre à la Tunisie. Mais de temps en temps, il y a à nouveau cette intelligence collective qui se met en place. Et effectivement, tout le monde repart avec un enrichissement de ses savoir-faire. Parce qu'effectivement, à l'échelle méditerranéenne, il n'y a pas des milliers d'experts qui travaillent sur ces sujets. La France et l'équipe de Victor, l'équipe de l'EID, etc., sont très en pointe, tout comme nos amis tunisiens et Mohamed Ali Torki en tête de pont pour la PAL. Voilà. Et il y a des techniques maintenant qui sont portées par d'autres partenaires en s'appuyant sur d'autres types de végétaux. Hein, ce n'est pas simplement les palmivèles qui sont mis en œuvre, il y a d'autres solutions qui sont testées, notamment dans le nord de la Tunisie, et il y a un petit projet soutenu par les financements du Consortium méditerranéen pour la biodiversité dans le nord, qui vont permettre de tester de nouvelles solutions là-dessus. Et on est ravis de ces approches collectives. Je laisse peut-être la parole à Chloé en espérant que Didier a retrouvé un bon fonctionnement de son micro pour répondre, parce qu'il y a pas mal de questions sur les enjeux de TIFA et de gestion sur la langue de Barbarie au Sénégal. Oui, merci Fabrice et merci à tous pour les interventions. Didier, on a une question de Julien Dalle qui voudrait savoir si vous avez eu recours à des outils de modélisation ou d'analyse satellite. Oui, bonjour. Il y a encore un écho malheureusement. Didier, si tu arrives à couper le retour et quand tu parles, ne pas nous entendre, je pense que ce sera la bonne solution. Je t'en prie. D'accord, d'accord. Vas-y. Didier, je t'en prie, essaye de voir si ça fonctionne. Allô, vous m'entendez? Là, ça fonctionne très bien. Voilà, donc je disais, en fait, nous avons pensé vraiment
à recourir, n'est-ce pas, à la modélisation ou bien un peu à utiliser donc ces outils de télédétection vraiment pour améliorer le suivi. Parce que une fois lors d'un copil au niveau du Bénin, avec le professeur Saho, donc il nous avait proposé vraiment d'essayer de faire la photogrammétrie donc, et de l'allier avec le suivi que nous faisions sur le terrain pour essayer de l'améliorer. Mais malheureusement, à notre niveau, nous avons acquis un drone, mais on n'avait pas malheureusement eu une formation donc, directe pour pouvoir le faire. Donc, ce qui a fait que, bon, on a continué avec l'ancien système que nous faisions qui était juste de faire le suivi sur le terrain, les mesures et d'analyser les résultats après quoi. Oui, Mais quand même, ok. nous avions réfléchi à allier les deux, quoi. On peut, avec le drone, faire la photogrammétrie. Comme ça nous permettrait vraiment d'essayer un peu de comparer les résultats pour voir si les résultats que nous collections étaient réellement fiables ou pas. Hmm. Et justement, ça rebondit sur une autre question qui vous est adressée pour savoir comment vous allez gérer ces milieux. Pardonnez-moi, Chloé. Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est pour savoir comment vous allez gérer ces milieux-là. Oui, bon, ce qu'on avait prévu, parce que je ne suis plus là-bas, c'était quand même de promouvoir l'écotourisme. Donc, dans cette zone qui était restaurée, et je pense que même avec le conservateur du littoral, le conservateur nous avait appuyé pour la mise en place de trois cases, vraiment pour essayer d'installer et de mettre en œuvre un écotourisme, des activités d'écotourisme à ce niveau, ce qui nous permettrait vraiment de générer des revenus qui nous permettront peut-être dans le futur de continuer ces activités d'entretien et même d'identification les zones les plus basses pour encore installer ces types et continuer un peu cette expérience. Mais, merci beaucoup. Et justement, autre question pour le côté financement. Est-ce que vous avez réussi à mobiliser des fonds au niveau national pour assurer justement la durabilité du projet à long terme? Pour le moment, après vraiment l'intervention du FFM qui nous avait accompagnés vraiment pour la mise en œuvre du projet, donc la première phase, jusque-là, nous n'avons eu que l'intervention du WACA. Donc le WACA, et d'ailleurs, je pense c'est dans le cadre du WACA même que le FFM a pu donc, financer ce projet. Donc, avec le WACA a continué vraiment à soutenir les actions d'entretien, de suivi. Et jusque-là, ils le font de manière périodique. Ils viennent avec le conservateur voir, identifier ce qu'il y avait en termes de besoins et ils essaient de prendre le relais en attendant qu'on ait un autre partenaire. Mais sinon, à part le WACA, vraiment, à mon avis, il n'y a pas d'autres partenaires qui sont venus intervenir là-bas. D'accord. Merci beaucoup, ça répond à la question. Et je vois que Mohamed Abdou voudrait répondre à la question de Mariam Soda sur si vous avez des résultats avec les épis maltais Savard. Donc Mohamed, je vous laisse répondre à la question. Oui, merci, Claude. Alors, pour ce qui est de cette question, on n'a pas encore de résultats vu que le système est en train d'être mis en place. Mais par contre, pour ce qui est des épis semi en bois perméable, là, on a quelques résultats préliminaires, à savoir que on remarque une progression sur le rechargement des zones où il y a des microfalaises. Donc, ça témoigne un encouragement du système. Mais par contre, pour ce qui est du Maltais Savard, c'est en train d'être mis en place. Donc, je pense que on doit attendre plusieurs mois pour pouvoir mesurer
avec les indicateurs observables si ça marche bien ou pas. Et justement, est-ce que vous avez fait face à certains défis par rapport à ce type de solution? Le Maltais, ça va? Oui. Non, non, non. Le défi, je dirais qu'il est juste un petit peu technique sur le fait de pouvoir vraiment l'implanter parce qu'il y a toute une série de mesures pour ce qui est du matériau à mesurer, ou l'emplacement aussi. Donc, c'est juste ça. Mais par rapport à la communauté ou bien s'il y a des gens qui refusent de son implantation, non. Merci beaucoup, Mohamed. Je me permets de revenir vers Didier. Et là, c'est peut-être une question qu'on va poser et au niveau de Didier et au niveau des collègues de l'océan Indien, puisque n'hésitez pas à répondre dans la boîte à questions. Parce qu'il y a deux questions qui portent sur l'utilisation des phylaos, du casuarina, qui est un arbre qui est très adapté au sol sableux, aux embruns, aux tempêtes et au sel. Et donc, c'est pour ça notamment qu'il a été planté sur toute la côte. Didier, tu confirmeras, voilà, les forestiers sénégalais, mais avant, les forestiers français ont longtemps et ont continué à planter ces arbres sur les côtes, un peu pour les fixer, mais aussi effectivement parce que ce sont les seuls arbres. Enfin, ce sont des arbres qui sont très adaptés à ce type de milieu, alors qu'à l'inverse, dans l'océan Indien, il y a des zones où complètement on enlève ces arbres. Alors, est-ce qu'on, dans l'océan Indien, on les enlève parce que ce sont des arbres exotiques, voilà, qui ne sont pas originaires de l'océan Indien, ou est-ce qu'on les enlève parce que vraiment, ils ont un impact négatif sur l'érosion? Donc, n'hésitez pas à me répondre dans la boîte à questions. Mais d'un autre côté, je laisse à Didier la possibilité de me dire pourquoi est-ce qu'effectivement, au Sénégal, on utilise autant les phylaos et les casuarinas sur l'ensemble des zones côtières. Merci Fabrice. Vraiment pour cette question. Effectivement, je pense que pour quelqu'un qui connaît un peu le littoral du Sénégal, surtout sur la grande côte de Dakar à Saint-Louis, on se rend compte qu'il y a une bande de filao, qui quitte Dakar jusqu'à Saint-Louis. Et ça a été implanté depuis les années 60, 50-60. Maintenant, le constat est que déjà, c'est un arbre qui tient bien effectivement dans les zones sableuses, notamment au niveau du littoral. Mais au-delà de ça, c'est une plante aussi qui fixe très bien le sol. Hein? Donc, ce qui fait que nous, quand on a été face à la décision de choisir l'espèce que nous devions replanter, nous sommes dit, écoutez, on ne va pas chercher très loin. Il y avait une espèce vraiment qui tenait bien dans cet espace-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on l'a perdu à cause du canal de délestage qui avait tout emporté sur son passage. Mais pourquoi ne pas le reconduire? Et vraiment, je pense que c'était la décision la plus sage que nous avons prise. Aujourd'hui, nous avons vraiment 178 hectares que nous avons reboisés et qui tiennent vraiment très bien. Maintenant, le point négatif est que c'est une forêt monospécifique. En cas d'attaque vraiment ou bien de maladie due à l'espèce, nous risquons vraiment de perdre toute la forêt. Et c'est là la question vraiment, ça interpelle sur la question vraiment de la pérennité de cette forêt. Parce que vraiment, on s'inquiétait à savoir si on peut vraiment essayer d'introduire d'autres espèces vraiment pour les mélanger avec le filao, pour éviter vraiment qu'en cas d'attaque, qu'on puisse vraiment perdre toute la forêt. Mais je sais que c'est une espèce qui tient très très bien, n'est-ce pas, au niveau du littoral. Et surtout au niveau de la grande côte de Dakar à Saint-Louis, où on a vraiment une grande forêt de filao et qui a pu vraiment déjà intervenir sur un peu l'avancée de la mer pour permettre de fixer les sols. Mais au-delà, vu son rôle de brise-vent, a permis vraiment de
de piéger du sable derrière ces formations pour en faire des dunes. Aujourd'hui, vers Mboro, vers Dakar, si on parle donc de ces zones dunaires-là, c'est un peu à cause, n'est-ce pas, donc de ces arbres qui ont vraiment eu à jouer ce rôle de piégeage vraiment de ces sédiments. Et ce qui a fait que nous avons de très belles formations de coton dunaire, pratiquement de Dakar à Saint-Louis. Merci beaucoup Didier. Une petite réaction parce qu'effectivement il y a pas mal d'experts qui ont travaillé sur cette zone et dans d'autres territoires au Sénégal. Le fait que ces phyllaos soient souvent d'origine d'une même souche produits par des pépinières, comme tu disais, ça peut proposer un risque potentiel face à une maladie qui enlèverait tout. Et donc, on ne saurait, nous, à notre niveau, que pousser pour avoir une diversification des plantations pour des enjeux en termes de biodiversité, mais aussi en termes de risque d'exposition à des maladies qui s'en prendraient à la totalité de la population qui est trop proche. Mais on en a beaucoup parlé, effectivement, et c'est pas si simple. C'est pas si simple à mettre en place. La même question que je vais poser à Didier et à Mohamed, donc vous la préparez pendant que je pose une question à Janice. Pour Mohamed et Didier, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer de la durabilité de ces différentes solutions que vous mettez en œuvre sur le site et vous imaginez qu'elles vont durer combien de temps et Victor conclura là-dessus par rapport à son expérience que Save a menée soit dans le sud de la France, soit dans l'océan, soit sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Janice, une question. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces terrains, il y a des occupations légales pour la majorité. On voit que petit à petit, c'est un long combat de reconquête. Vous êtes parti sur un projet à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? La difficulté de ce projet, c'est qu'on pensait au départ à sa création qui serait terminée en 2026. Les perspectives, c'est vraiment de pousser les autres partenaires à prendre part au projet de manière active. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre d'avoir une limite franche entre l'écosystème et la zone urbanisée pour au moins essayer de limiter les différents types de pollution des entreprises qui sont vraiment limitrophes. Après, ça va pas forcément réduire toute la pollution qu'on retrouve dans le milieu naturel, parce qu'il y a aussi les entreprises hors domaine conservatoire. Mais vraiment, les perspectives du projet, c'est progressivement donner la main et accompagner en fait le gestionnaire et pourquoi pas la communauté d'agglo à réfléchir sur des solutions qu'elles peuvent mener elles-mêmes, sachant que là, on a finalisé le plan de gestion et c'est un plan de gestion simplifié qui vise un peu à donner un peu à chaque partenaire des perspectives de projet, mais pas forcément uniquement le gestionnaire. Donc, par exemple, la commune de Bema aura des fiches actions, la communauté d'agglo de Cap Excellence aussi, Route de Guadeloupe aussi. Enfin, en fonction des différentes compétences des différents organismes, ça permet un peu de recenser en fait tout ce qui peut être fait pour JAG. Merci beaucoup. Et effectivement, on pense que dans la perspective d'autres projets à venir sur les nombreux sites du conservatoire et aussi dans l'ensemble de l'arc caribéen, ça sera vraiment utile d'avoir ces retours d'expérience. Donc, comme promis, je reviens vers Mohamed et Didier pour la question comment on s'assure de la durabilité et ces solutions, combien de temps ça dure d'après vous? D'abord, Didier, qui a ce retour d'expérience sur maintenant, ça fait quelques années. Voilà, bon, je pense que vraiment pour aller vers la durabilité, en tout cas, nous à Saint-Louis, ce qu'on a noté, c'était qu'on avait un problème d'autonomie financière, donc des gestionnaires et donc des communautés qui interviennent, n'est-ce pas, au niveau du site. Donc, si on pouvait vraiment accompagner avec la mise en place d'activités génératrices de revenus, ça permettrait vraiment à ces gestionnaires d'avoir vraiment une autonomie qui leur permette vraiment de continuer l'entretien donc de ces ouvrages. Mais au-delà de ça aussi, identifier même des zones, parce que c'est une zone qui est fortement exposée à l'érosion côtière, donc qui leur permettrait vraiment d'implanter ou de mettre encore en œuvre ces TIFABEL ailleurs où ils vont identifier des zones basses.
Donc, c'est ça. Si vraiment ces gestionnaires peuvent avoir une autonomie financière, ou bien des activités qui leur permettent de pérenniser vraiment cette expérience, je pense que ça irait. Sinon, ça sera très compliqué vraiment pour le gestionnaire d'aller dans la durabilité. Effectivement, comme tu le disais précédemment, si le comité de gestion arrive à retirer des bénéfices, notamment des activités écotouristiques, ça sera aussi une des solutions pour permettre de s'engager dans une durabilité de la gestion de ce territoire, comme de nombreux autres territoires. Je me tourne maintenant vers Mohamed Abdou. J'ai vu que tu voulais répondre sur les enjeux aussi de mobilisation des acteurs locaux, des communautés locales. Est-ce que justement pour toi c'est un facteur clé de réussite et comment vous envisagez la suite du projet une fois que les financements du projet seront terminés? Comment est-ce que vous envisagez la suite? Oui, Fabrice, la mobilisation de la communauté, c'est vraiment un des facteurs clés. D'autant plus que si ils ne sont pas là à encourager le projet, il peuvent y avoir voilà des dégâts, on peut le dire. Donc à la fin du projet, nous avons planifié voilà un plan d'action pour pérenniser justement les actions et les ouvrages qui ont été mis en place. C'est pour cela que nous avons formé des jeunes pour justement le suivi de ces ouvrages, ainsi que les comités pour la surveillance environnementale. Surtout les propriétaires des terrains contigus le long du littoral, euh, ainsi que le comité de surveillance villageoise qui nous épaule surtout. Euh, je pense que avec tous ces acteurs et cette volonté, parce que il faut savoir que la volonté aussi compte. Juste pour vous raconter une petite anecdote. Au début, quand on a commencé à faire l'introduction des palétuviers, beaucoup de gens se moquaient des actions, mais au fur et à mesure qu'ils réalisent que voilà, la solution marche, donc c'est là où beaucoup de monde sont venus, ont prêté main forte à l'action, etc. Donc, avec ça, avec ces premiers résultats, voilà, ça a provoqué une forte adhésion de ce qui reste des autres, de la communauté, à vraiment pouvoir s'y mettre dans les activités. Merci également. Un dernier mot à Victor, justement, par rapport à des projets qui ont démarré dans les années 80 en France ou il y a une vingtaine d'années maintenant en Tunisie. Le secret les facteurs clés sur la réussite sur le plus long terme. Parce que ce qui nous intéresse, souvent on intervient et on a des financements pour avoir de l'expertise, des travaux dans le cadre de projets. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dépasser ce stade de projet pour aller vers une réussite à plus long terme? Alors, il y en a plusieurs. La première chose, enfin, évidemment, ça dépend toujours du contexte dans lequel la solution est mise en place. Euh, En fait, je pense sur les projets plus récents. Pour les projets les plus récents qu'on a dans le sud de la France, souvent on est dans le cadre de constitution d'un cordon dunaire qui a très peu de place et qui va être plutôt avec objectif d'encaisser le déferlement des tempêtes en fait pour protéger ce qui se passe derrière. Donc là, on sait qu'on a une durée de vie qui est relativement faible, autour de, disons, 5-10 ans. On sait qu'on va prendre une tempête qui va provoquer de la casse sur le cordon dunaire. Par contre, par rapport à des projets plus anciens qui avaient été disposés sur des sites où on avait un potentiel d'ensablement plus important, un petit peu similaire à ce que je montrais sur la Tunisie tout à l'heure et donc ce qu'on avait abordé en fait la semaine dernière sur la flèche de la Gracieuse par exemple à l'embouchure du Rhône. Euh, Là, l'idée, c'est vraiment faire le diagnostic adéquat avant
et tout ce qui va être le suivi, l'entretien des ganivelles après. Et là, on sait que si toutes les conditions sont réunies, l'ouvrage il peut tenir une bonne quinzaine d'années avant soit que les ganivelles soient remplies de sable, et dans ce cas-là, il faut envisager, enfin, le potentiel d'action baisse puisque le sable est déjà présent dans la ganivelle, et là, il faut envisager revenir ou redisposer des casiers de ganivelle en fonction de ce qu'on veut faire. Soit regarder en fait la casse et éventuellement remplacer ou l'usage, en fait, l'usure des ganivelles avec le temps, avec les éléments qu'elles rencontrent sur site. Donc voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, pour les exemples que tu évoques dans le sud de la France, on n'est pas forcément sur des approches projets, on est sur des approches travaux soutenus dans le cadre de financement classique de propriétaires, notamment les propriétés des collectivités locales ou les propriétés du Conservatoire du littoral qui investissent sur le très long terme et qui s'engagent, puisqu'on n'a pas le choix, à les protéger durablement. Je vous remercie de nouveau tous les quatre. Merci beaucoup de toutes ces retours d'expérience, de tous ces exemples. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans cette continuité, de manière à chercher quelles sont les solutions pour garantir l'efficacité et la durabilité des solutions douces sur les territoires. C'est vraiment la quête absolue, solution douce versus long terme, et la durabilité. Donc, merci encore à Janice, Chloé, Elisa, Didier, Mohamed Abdou et Victor. J'espère que j'oublie personne, si Angélique. Donc, merci à tous. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les plages et côtes du monde. Voilà. Merci également à vous, Fabrice. À Merci la prochaine. encore. Avec grand plaisir. Merci, à la semaine prochaine. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir.